Et si je peux rajouter juste quelque chose sur la santé, c'est que le professeur Belpom il a montré que le phénomène les électrolytes hypersensibles, ils avaient un cerveau qui était moins vascularisé. Donc c'était pour démontrer que c'était pas un phénomène psychosomatique. Parce que vous entendez encore des médecins qui pensent que c'est psychosomatique alors que c'est un phénomène physique. Ça s'attaque à la physique. Donc moi je vais vous parler un petit peu de l'aspect principal du Linky, qui est une affaire financière. Parce que le Linky est une affaire juteuse, très juteuse. C'est bien pour ça qu'il a été créé. Alors c'est parti quand même de l'Europe, où il y avait un lobby pro-européen. Vous savez peut-être qu'à la Commission européenne, il y a beaucoup de lobbies qui ont pignon sur rue, c'est légal. Hein. Ils ont des bureaux qui préparent des lois, des directives, et qui les amènent tout cuit aux commissaires et aux députés européens. Et là, il y avait un lobby pro-compteur européen, avec des représentants des entreprises qui fabriquent des compteurs, qui sont dans les réseaux électriques. Et donc, a été pondue une directive en 2009 qui incitait les pays à installer des compteurs communicants. Donc il n'y avait pas d'obligation, bien sûr, mais ça a été transposé dans chaque pays, et en France, ça a été la loi de transition énergétique du 17 août 2015. Et donc chaque pays devait faire une étude pour savoir s'ils allaient installer ces compteurs. Donc l'Allemagne l'a fait, c'est le cabinet Ernst & Young qui l'a fait. Eux, ils ont un système de réseau qui est plus compliqué que le nôtre. Ça devait coûter dans les 19-20 milliards, donc ils ont estimé que c'était beaucoup trop coûteux. Donc ils ont installé les compteurs que pour les compteurs supérieurs à 6 kWh. Donc pour les entreprises, là il y a une obligation. Pour en deçà de 6 kWh, c'est facultatif. Donc on peut dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'a pris. Donc ça coûtait très cher, parce qu'ils ont des réseaux qui sont faits par Lander, donc ça coûte très cher. En France, l'entreprise qui a fait ça, c'est Capgemini. Capgemini, 90% du capital, c'est l'État. Donc, jugé parti, Capgemini a dit, bien sûr, c'est rentable, on va le faire. Ça va coûter 5 milliards, mais voilà. Donc, le coût est estimé à 5 milliards, 5,7 milliards. Il paraît que ça ne va rien nous coûter, sauf que il y a quand même eu une étude de la Cour des comptes qui a analysé les comptes de l'Enedis et qui a trouvé que, en fait, le compteur liquide était intéressant, mais financièrement pour Enedis, mais pas pour les consommateurs. Parce que ça n'allait pas faire d'économie d'énergie, comme vous a dit Bruno. Les compteurs, ensuite, ils se sont aperçus qu'en 2021, normalement à la fin du programme, les compteurs vont coûter entre 130 et 250 €, mais ça va être payé par nous, enfin ceux qui ont un Linky, au travers de la fameuse TURP, taxe d'utilisation du réseau électrique, qui était de 20% jusqu'à il y a 2-3 ans. On en est à presque 25-26. On va passer à 35 bientôt, et au horizon 2020, on sera à 50%. Il faut savoir que la taxe à la TURP, c'est ceux qui rémunèrent Enedis. Enedis, eux, c'est lui qui s'occupe du réseau avec RTE. Et quand vous payez votre facture, vous payez à votre fournisseur d'électricité, que ce soit EDF, Direct Énergie, Enercop et que sais-je. Et vous avez une partie, la TURP, qui est pour Enedis. Enedis s'occupe du réseau, et quand vous avez plus d'électricité, c'est Enedis qui vient réparer. Bon, voilà. Et là, il installe les compteurs liquides. Donc c'est lui qui est responsable de ça, et c'est avec ça qu'il se paye. Alors il faut savoir qu'Enedis, c'est une entreprise qui est rentable, qui ramène des dividendes tous les ans à un EDF, il ramène entre 500 et 800 millions de dividendes tous les ans. C'est un pourvoyeur de cash pour EDF. Il faut savoir que EDF, ils ont quand même des problèmes financiers, ils étaient en déficit, hein, tout comme Areva, et ils ont mis des provisions, 50 milliards de provisions pour recaréner toutes les centrales nucléaires. Parce que nos belles centrales nucléaires qui sont pleines de fuites et qui sont toutes en fin de vie. Et voilà, là qu'on parle de gaspillage d'énergie dans les fils, dans les centrales nucléaires, c'est un gaspillage éhonté. Voilà. Parce que ça coûte très cher l'énergie nucléaire. Donc, vous voyez que déjà, c'est au niveau financier, bon en plus il y a une gabegie financière écologique. On a 35 millions de compteurs qui fonctionnent. On va les changer pour d'autres compteurs. On change quelque chose quand ça ne marche pas. On nous dit qu'il y a une filière de recyclage. Et la filière de recyclage, on recycle quelque chose quand ça ne marche plus. Là, 35 millions qui fonctionnent, avec des compteurs électromécaniques qui peuvent aller jusqu'à 70, 80 ans. Moi, j'ai acheté une maison, il a 70 ans, mon compteur, il marche très bien. Et là, on va nous mettre des compteurs électroniques. Alors, bien
maintenant, on met les compteurs électroniques dans toutes les maisons neuves. Bon, ces compteurs, dès qu'il y a de l'électronique, ça dure moins longtemps. Alors, ces compteurs, on dit qu'ils durent 10 ans, 20 ans, 7 ans, on ne sait pas. En tout cas, ils durent moins longtemps que les autres. Donc, une gabegie financière, puisqu'il va falloir changer tous ces compteurs, et écologique, parce que franchement, changer tous ces compteurs alors qu'ils fonctionnent, alors qu'on dit qu'il y a une filière de recyclage, bon, déjà c'est un gaspillage éhonté, parce que l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer tous ces compteurs, ben, c'est l'énergie perdue. Bon, la gratuité des compteurs, je ne vous en parle pas, on en a parlé, donc la loi de transition énergétique 17 août 2015, elle donne mission à Enedis d'installer les compteurs. Alors quand on vous dit, quand vous recevez des lettres, vous dites, oui mais moi, nous on a la mission, l'obligation de poser les compteurs. Ah oui, ça c'est vrai, ils ont l'obligation. On n'a pas l'obligation d'accepter, on verra après, mais Nicolas vous en a parlé. Bon voilà, ça ils ont oublié, il y a un petit vide juridique. Hein. Les grands juristes de Enedis, ils avaient oublié, ils ont oublié la loi un petit peu. Mais ça c'est vrai que quand on vous dit qu'ils ont la mission de service public d'installer le compteur, c'est vrai. C'est la loi de transition énergétique 17 août 2015, voilà, qui est une grande loi pour tout. D'ailleurs, les compteurs Linky, ça a été voté, comme souvent, dans l'hémicycle à 3h du matin, avec 3 pelés entendus. Donc, on nous dit aussi que, alors, au niveau financier, on vous dit que ça va créer des emplois. Alors, ça crée des emplois pour fabriquer les compteurs, mais ça va supprimer tous les emplois pour les relevés, puisque les relevés vont se faire à distance. Donc, tous les relevés, alors c'est les sous-traitants, au début c'était Enedis, il y a des sous-traitants, tout ça, ça va être des emplois pérennes qui vont être supprimés. Et les compteurs, on ne va pas en fabriquer tout le temps, on va en fabriquer, mais on va les vendre peut-être ailleurs. Mais les compteurs, ils ont quand même une certaine durée. Donc, le delta entre les emplois perdus et les emplois qui vont être créés, ça s'équilibre. Donc, il n'y a pas de création d'emplois. Au niveau financier pour le consommateur, il va y avoir aussi, vous avez entendu parler, vous avez constaté, pour ceux qui ont déjà malheureusement Linky, c'est qu'il y a la facturation en plus. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La facturation en plus, ça vient aussi que les compteurs, les anciens compteurs, les compteurs électromécaniques, ils sont programmés la plupart à 6 kW, ils arrivent à aller jusqu'à 6,9. C'est-à-dire quand vous allumez, vous êtes à 19h le soir, vous avez tout électrique. Vous allumez le four, parce qu'il faut bien manger. Donc un four qui consomme par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je ne sais pas combien ça consomme, mais il consomme 500 watts. Quand on allume un appareil, il faut 2-3 fois sa puissance. Donc il faut, par exemple, 1500 watts. Paf, ça dépasse 6 kWh. Ça disjoncte. Et le compteur est tellement fin, il est électronique, à 6,01, il disjoncte. Donc si vous avez tout électrique, ben, vous n'avez pas le choix. Et alors il y a des gens qui ont appelé Enedis en disant qu'est-ce que je fais? Eh ben, soit vous calculez vos appareils, vous ne les mettez pas tous en même temps, soit vous augmentez l'abonnement. Résultat des courses, il y a beaucoup de gens qui ont été obligés d'augmenter leur abonnement, alors qu'avant, avec les mêmes compteurs, avec le même compteur et les mêmes appareils, ils étaient à 6 kW, ils ne bougeaient pas. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Moi, j'ai mon fils qui est à Toulouse. J'ai constaté les factures qui ont augmenté. Alors, ils sont malins parce que quand vous avez une facture d'électricité, vous avez sur EDF, vous avez des histogrammes. L'histogramme qui était sur 2 mois, et après il était sur 1 mois. Alors, si vous ne faites pas gaffe, ça n'a pas beaucoup augmenté. Si, ça a augmenté, ça a doublé. En plus, c'était 40%, on est à peu près à 50%. Et vous avez déjà, c'est le double. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Il y a un retraité qui est de village à côté de Cahors. Lui, il payait 900 € par an, il est né à 1800. Voilà, donc c'est complètement aléatoire. Et deuxièmement, il y a aussi, alors ça Bruno va peut-être l'expliquer mieux que moi, c'est le calcul de, enfin, on rajoute l'énergie réactive. Tu veux expliquer Bruno? Voilà, parce que ça, il y a un comptage différent sur les factures. Oui, donc l'énergie réactive, c'est tout simplement toute machine qui tourne, qui utilise donc des bobinages ou des condensateurs, créer une énergie, ce qu'on appelle une énergie réactive. C'est-à-dire que, comme on utilise, on a vu tout à l'heure du signal sinusoïdal, on a à chaque changement de phase, on a un retour d'énergie, on va dire, qui était stocké dans les systèmes à moteur. Pour faire simple. Donc cette énergie, elle repart sur le réseau. Cette énergie, jusqu'à présent, elle n'était pas facturée. Elle était facturée uniquement aux grosses sociétés qui faisaient leur production. C'est pour ça que s'il y a des gens de l'industrie parmi vous, on mettait des systèmes de compensation avec
des systèmes qui permettaient justement de compenser cette énergie réactive. Jusqu'à présent, elle était tolérée par EDF jusqu'à ce qu'on appelle le cosinus phi de 0,3, c'est-à-dire sur ma vie de 30% à peu près, enfin un peu moins. Et donc cette énergie réactive qui repartait sur le réseau, mais maintenant le compteur Linky, une de ses fonctionnalités, c'est justement de la compter cette énergie réactive. Donc chaque fois que vous allumez votre machine à laver, si elle consomme 900 watts, eh bien vous avez une partie d'énergie qui repart sur le secteur et qui est facturée, qui est rajoutée à votre... donc on va dire, si on veut faire court, une machine qui consomme, qui fonctionne par exemple, qui demande 1 kW, eh bien vous serez facturé, on va dire 1,3 kW. Et dans les maisons, tous les systèmes à énergie qui génèrent de l'énergie réactive, c'est tout. Sauf éventuellement certains radiateurs électriques s'ils n'ont pas qui ont des résistances, qui ne sont pas des résistances bobinées. Dès qu'il y a une bobine, ou les systèmes à condensateur, on a de l'énergie réactive. Ça va du petit appareil pour alimenter un ordinateur, petit traceau, les ampoules à LED, système basse consommation, puisqu'il y a tout ce qui est alimentation découpage, c'est-à-dire tout l'audio, tout le multimédia. Et alors après, on ne va pas parler des fours, tout ce qui est électroménager, gros électroménager, qui est énorme, gros générateur d'énergie réactive. Donc c'est reconnu maintenant que jusqu'à présent, comme elle n'était pas facturée, maintenant elle va être facturée. Ce qui augmente considérablement, ça sans rajouter d'autres choses, de la consommation et de la tarification même plus. Bon, vous voyez que c'est une affaire juteuse pour Enedis et pour les fournisseurs d'électricité. Donc, au niveau de on nous a présenté le compteur liquide comme étant permettant d'économiser l'énergie. Bon, Bruno vous a expliqué tout à l'heure. Donc il y a l'ADEME, l'Agence de l'environnement, qui appartient à l'État, qui est pro-Linky, pourtant qui a fait son calcul, qui a dit que on consommerait 300 millions de kilowattheures en plus. Bon, vous avez vu 700 000 concentrateurs qui sont des antennes relais en plus. Bon, je ne sais pas comment vous en avez ici dans votre département, dans l'autre on a 5200 antennes. Donc, en plus, c'est des appareils qui marchent à l'électricité, donc ça consomme en plus. Les compteurs électriques électromécaniques qui ne consommaient pas, là vous avez des compteurs Linky qui sont électroniques, qui marchent, il faut de l'énergie, l'électricité, donc ça augmente. Donc, voilà. Donc ça veut dire que ça c'est la poudre aux yeux. Ensuite, pourquoi le Linky au niveau électrique? Alors, que nous vous expliquer avec le CPLG3. Le CPLG3 va se mettre en relation avec tous les appareils qui ont une puce RFID. Alors maintenant vous achetez un appareil électroménager, machine à laver, ils ont quasiment toutes une puce RFID. Donc voilà, ça permettra de se connecter avec, et en installant des opérateurs de délestage, ils pourront délester. C'est-à-dire que ce qui coûte cher, c'est quand tout le monde se connecte, que tout le monde est à 19h le soir, il fait froid, tout le monde se chauffe. On a beaucoup. Ah, on a beaucoup de. C'est une ventilation. On a beaucoup de. Comme on a un système nucléaire, on a construit beaucoup d'appartements tout électriques pour rentabiliser. Donc voilà, une hérésie avec une hérésie complète. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de consommation quand il fait froid. Donc à 19h, en pleine pic de froid, tout le monde consomme. Donc là, ça coûte très cher. Et nos centrales nucléaires n'ont pas la capacité de produire tout ce qu'on a besoin. Donc on achète. On achète de l'électricité sur un marché qui s'appelle l'EPEX, où ça coûte très cher. Un marché européen. Donc ça coûte très cher. Alors, ce que veut faire Enedis avec ça, c'est qu'il va pouvoir délester depuis chez lui, puis sur data center, on a des concentrateurs, il va pouvoir délester à droite, à gauche, pour acheter le moins possible sur ce marché. Donc il va gagner de l'argent. Ce but premier, c'est celui-là. C'est acheter de l'argent, c'est de gagner de l'argent. Sur l'électricité. Donc il va en gagner. Puisque proportionnellement, il va gagner, on va facturer plus. La turque, elle est proportionnelle, c'est une proportion de la facture. Donc Enedis va ramasser l'argent un peu plus. Et là, il va pouvoir délester, donc il va acheter moins dans ce marché européen de l'énergie EPEX. Donc ça va lui coûter moins cher, donc il va faire plus de bénéfices. Déjà, ça c'est la première des choses. Bon, ça c'est la partie financière sur l'installation des compteurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le marché des données, le big data. Donc là, on s'attaque à la liberté individuelle. C'est-à-dire que là, on va venir récupérer des données dans votre maison, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous filmer chez vous, rassurez-vous. On
savoir la courbe de charge, c'est-à-dire on va voir quand est-ce que vous consommez, à quel moment. Donc, ça, c'est des données qu'on va récupérer et qu'on va faire du profilage. C'est-à-dire que le marché de la donnée, c'est faire de la personnalisation. C'est-à-dire que chacun va avoir un profil. Hein, on profile d'une personne qui se lève la nuit, qui consomme ci comme ça. Donc, il y a un profil. Il y a des entreprises qui sont spécialistes de ça. Il y en a une multinationale qui s'appelle Onzo, qui est spécialisée dans le profilage de ces informations et qui les vendent souvent à des entreprises publiques. Donc, Onzo, on avait vu, on ne l'a pas récupéré, mais il y avait une petite vidéo qui expliquait voilà, ce qu'ils faisaient. Donc, ils récupèrent les données, ils font du profilage par personne, ils les vendent. Alors, ils les vendent aux fournisseurs d'électricité, ils vont les vendre aux marchands d'électricité, d'artistes, ce que vous voulez, et après, on vous fera des propositions. Voilà. Et ce marché de la donnée, il faut savoir, c'est quand même 60 milliards en 2016. 60 milliards en 2016. Donc là, on touche quelque chose d'intime. C'est-à-dire que, bon, il y en a qui disent, bon, en général, l'argument c'est moi, j'ai rien à me reprocher, donc ça m'est égal. Moi, ça m'est pas égal qu'on sache que ce que je fais, à quelle heure je me lève, si je suis là aussi, hein. Si je suis là, si je suis pas là, et puis ce que je fais, moi, ça regarde personne, même si c'est rien d'extraordinaire, ça regarde personne. Là, on touche vraiment à la liberté individuelle. Première chose. Ensuite, bon, on dit oui, mais ça c'est... Non, c'est pas vrai, parce qu'on pourra... Enedis ne veut pas faire ça, parce qu'on pourra dire, avec la nouvelle loi RGPD, on pourra dire, non, on ne veut pas qu'on prenne de données. Il n'y a qu'à regarder écouter et se rappeler ce que disaient les patrons d'Enedis. Philippe Monlou, c'est le patron d'Enedis France, début 2016. Nous sommes déjà, à l'heure où je vous parle, un opérateur de Big Data, Enedis. Le 11 juillet 2016, il déclarait dans une interview au Journal du Net, Enedis est un opérateur Big Data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Alors, ce n'est pas un lapsus, hein. C'est pas compteur, c'est capteur. Capteur de données. Voilà, donc c'est... alors, pour préciser ce que le Big Data, parce qu'on entend parler, on sait plus ou moins ce que c'est, je vais citer l'experte internationale en cybersécurité, qui est membre de l'Académie suisse des sciences techniques, c'est Solange Gernauty, c'est pas très long. Alors, le Big Data, ça veut dire grosse donnée. Alors, ce n'est pas un fantasme pour auteurs de science-fiction. Quoique discrète, c'est une révolution qui a déjà bouleversé l'économie mondiale. Le nouvel Eldorado numérique est lié à la collecte massive d'informations. Tous les modèles économiques sont basés sur l'exploitation des données. Nous ne sommes plus dans une économie de services, mais dans l'économie de la donnée. Le but est d'en avoir le plus possible et de les exploiter. Plus on en a, plus on est puissant, plus on gagne de l'argent en s'assurant un avenir radieux. Google, Facebook, Amazon, Apple possèdent 80% des données personnelles mondiales. Toute cette collecte va servir à faire du profilage, elle va permettre de mesurer, classifier, quantifier, faire rentrer des personnes dans des catégories pour mieux les cibler, mais aussi le croiser des informations, déduire, interpréter, prédire et influencer. À chaque fois, l'intérêt premier pour les utilisateurs est mis en avant. Payer moins cher, consommer mieux. C'est un jeu de dupes, un peu comme avec les cartes fidélité. Quand vous achetez quelque chose, c'est enregistré, exploité à votre insu. Mais vous obtenez un bonus. Au début, on peut trouver cela attrayant, avantageux. Le problème est qu'à plus long terme, cette collecte d'informations permet de surveiller, de contrôler les comportements, les déplacements, les activités des consommateurs, et qui va même bien au-delà, car les données recueillies sont celles issues de l'intimité des foyers, d'activités privées. Donc là, avec le Linky, vous avez le cheval de Troie de Big Data, parce que là, il vient chez vous, et il y est tout le temps. Voilà, parce que quand vous allez sur Internet, vous avez remarqué qu'après, vous recevez des offres, même vous recevez des courriers chez vous. Bon, voilà, je vous demandez, vous c'est que je reçois ce truc. Mais bon, parce que vous êtes allé à un moment donné, et on vous a, à chaque fois, on vous dit, si vous rentrez là, vous acceptez les cookies. Les cookies, ben, c'est récupérer les données, et puis voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc, là, il y a un enjeu colossal, mais colossal. Le marché, c'est 60 milliards. Il faut vous dire, c'est pas que les 80%, les GAFA, comme on appelle. En France, il y a des entreprises qui sont... il y a une entreprise qui fonctionne. Il y a Experian qui se targue d'avoir 1 milliard de fiches de gens dans le monde. Voilà. Vous avez Axiom, vous avez la filiale de la Poste qui s'appelle les Mediaprime. Tout cela, il fonctionne. Ils récupèrent les données, ils les vendent. Donc il y a un marché de données colossal. Donc voilà. Et 60 milliards, car vous avez enlevé les 80%, les 20%, il reste encore de l'argent à se faire. Voilà. Donc, et donc Enedis veut se placer là-dedans. Et on peut imaginer, on le susurre, que Enedis pourrait se placer dans un concurrent sur la téléphonie mobile, puisqu'il sera partout. Il sera chez toutes les personnes. Bon, pourquoi pas.
Encore Philippe Monlogo, directeur d'Enedis, qui dit Linky ouvre tout un écosystème qui lui élargit un champ infini. Après, ce sera le marché lui-même qui va décider des possibilités. Si après ça, on pense que Enedis ne pensait pas à la vente des données, voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un gros marché, juste pour information, des données, c'est un accord qui est entre l'Union européenne et les États-Unis qui s'appelle le Privacy Shield. Il faut savoir qu'après les attentats du 11 septembre, les États-Unis, ils ont eu la peur, ils vivent dans la peur et ils ont la peur du terrorisme, donc ils ont décidé de fliquer la planète. Donc ils achètent, ils récupèrent les données de toutes les entreprises. Et il faut savoir que les entreprises vendent les données. Et donc cet accord Privacy Shield, c'est pour que les entreprises américaines récupèrent ces données, mais surtout qu'elles n'utilisent pas ces données pour faire de la surveillance de masse. Voilà, ça on peut les croire sur parole. Hein. Voilà, il faut savoir que quand même, la NSA avait réussi quand même à pirater les portables de Sarkozy, de Hollande, voilà. Bon. Donc, c'est quand même un enjeu important. Alors, ce qui concerne le piratage des données, on nous dit non. Alors, le directeur de Enedis, l'autre qu'on avait rencontré, non, ça c'est faux, on ne peut pas le pirater. Sauf que il y a déjà eu des gens, c'était dans une émission de France Culture, qui parlait du piratage des données. Et il y a un ingénieur qui avait dit qu'avec ses élèves, ils avaient piraté le compteur Linky. En 3 heures, ils avaient réussi à le pirater, à faire marcher à l'envers. Voilà, en 3 heures, avec ses élèves. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà, il y a aussi 2 hackers espagnols qui avaient déjà réussi à pirater il y a 2 ans. Voilà, on peut le croire, mais voilà. Donc, au niveau du piratage des données, c'est assez important et c'est un marché colossal dont Enedis, croyons-le, va essayer d'y aller. On va passer à l'aspect juridique. Alors, l'aspect juridique, comme l'a évoqué Nicole au début, on a le droit de refuser Linky. Parce qu'il y a un vide juridique, c'est que, en fait, même dans la loi de transition énergétique, il n'y a pas marqué d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, il faut qu'il y ait l'accord du consommateur. Il faut absolument qu'il y ait l'accord du consommateur. Donc il y a même l'article 341.4 du Code de l'énergie qui le stipule, qui dit bien sous réserve du consommateur. On le dit, il faut qu'il y ait une réserve du consommateur. Ensuite, quand est-ce que vous devez laisser venir Enedis chez vous? Il y a 2 cas. Quand votre appareil est défectueux, bon, ça c'est les conditions générales de vente, c'est la clause 5.2, vous le laissez venir à condition que vous soyez présent. Pour les relevés de consommation, c'est pareil. Soit vous renvoyez le petit papier, soit vous appelez, soit il vient, mais il faut que vous soyez là. Donc, vous ne pouvez pas empêcher Enedis d'aller pour le compteur, mais il faut que vous soyez là tout le temps. Donc, quand ils installent les compteurs à l'extérieur, quand il n'y a personne, c'est interdit. Ils n'ont pas le droit. Enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, mais je sais pas où c'est ça. Nous, ce qu'on fait mettre sur les compteurs, ça c'est un collectif de Sarlat, très, très actif, qui met ça, refus légal du compteur Linky. En dessous, il y a article L341.4 du Code de l'énergie, et 6.3 paragraphe 6.3 des conditions générales de vente, et pose forcée et infraction, article 226.4, 432.8 du Code pénal, et 544 du Code civil. En France, il y a la propriété privée qui protège, pour une fois que ça sert. Donc là, vous avez l'article 226.4 du Code pénal qui stipule que l'introduction d'un domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraire, hors les cas où on le permet, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc vous avez déjà celui-là. Et même l'article 432.8 du Code pénal stipule le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Le poseur qui va venir, il disait ça. Agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Donc, il y a déjà eu un jugement, quelque chose qui s'est passé à l'île de Ré, c'est le tribunal de La Rochelle. Donc, un poseur arrive à l'extérieur, veut poser le compteur, le mur à l'extérieur, mais qui appartient bien sûr à la personne.
Le propriétaire lui dit, non, je ne veux pas. Si, je le pose. Le propriétaire arrive, le pousse. Le poseur tombe, se fait un peu mal. S'en va, la société porte plainte contre le propriétaire. Le propriétaire a gagné, pour deux raisons. Il n'y avait pas déjà disproportion entre ce qu'avait fait, le propriétaire, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas assommé à coup de pelle, il l'a juste poussé. Donc il s'est juste défendu. Et deuxièmement, violation de la propriété privée. Ce qu'il faut rajouter, c'est que cette personne avait barricadé son compteur et que ça n'a pas été relevé. Donc, on pourrait penser, on va y revenir plus tard, qu'à partir du moment où il a barricadé son compteur, ça faisait partie de la propriété privée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mur où le compteur est installé, ça appartient au propriétaire et que l'Enedis n'a pas le droit de venir y trafiquer sans votre consentement. Même si le compteur ne vous appartient pas, il n'appartient pas à l'Enedis non plus, il appartient aux collectivités. Bon, là, on pourrait y revenir si vous voulez. Il y a deux cas d'école. Hein. Sur les délibérations, on verra. Voilà. Mais, en tout cas, le compteur ne nous appartient pas. Mais on a signé un contrat pour l'utilisation et le mur nous appartient. Donc, personne n'a le droit d'y venir sans notre autorisation. Ça, c'est clair. Bon, après, vous avez Enedis dit qu'il respecte toujours ça. Bon, vous avez peut-être déjà vu, et ça a été pris en photo par des poseurs. C'est un petit memento fait par Enedis que faire face au refus sur le terrain. Donc ça, c'est des consignes qui ont été données aux poseurs en fonction de l'opposition des usagers. Par exemple, situation pourrait être rencontrée. Alors, il y a deux colonnes. L'autre, c'est conduite à tenir. Absence de portail ou de muret autour de la propriété. Absence de panneau interdisant l'entrée propriété privée. L'accès à la propriété est réputé se faire librement. Remplacer les compteurs normalement. Pas mal déjà. Hein. Ah, et un deuxième. Affiche à l'entrée de l'immeuble, de la maison, refusant Linky, stop Linky. Et absence de panneau interdisant l'entrée. Ne pas tenir compte de l'affiche. Remplacer les compteurs normalement. Alors, ce document, un jour, à une émission qui s'appelle C'est politique sur la 5, il y avait le maire de Beauvais, un maire qui est très actif pour se défendre contre le compteur. Il est en face, il avait le directeur de marketing de Enedis, qui s'appelle, je ne me souviens plus son nom, Bernard Lassus, voilà. Il lui a montré ce truc-là. Il a dit, mais c'est pas nous. Il faut voir quand même. Il a dit, mais ça, regardez ça. Et non, il a dit, non. Voilà. Faut voir quand même, ils sont quelque chose quand même. Donc, il faut savoir qu'au niveau juridique, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont faites, qui sont intentées maintenant. Les citoyens se rassemblent. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais je vais quand même citer quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes récemment qui ont fait du bruit et qui peuvent nous servir ou nous desservir, servir. Donc, nous, dans le Lot, on est content, on a eu une localité qui a pris un arrêté pour. Dans les arrêtés, c'est plutôt ça. Les délibérations, il n'y en a plus trop, mais il y en a quand même 820 en France. Hein. On en a 820. C'est plutôt des arrêtés pour que l'Enedis respecte le choix des usagers. Si on dit non, ils respectent. Donc, merde. Donc vous avez aussi, pour ceux qui peut-être ici qui en font partie, il y a une action conjointe faite par un cabinet qui s'appelle l'Expressia à Paris, donc qui fait une action conjointe. Il y a 5500 personnes qui ont adhéré, bon, personnellement, c'est-à-dire qu'ils font une action contre Enedis. Tous les cas prévus, les gens qui sont électrosensibles, ceux qui ont le compte Enedis, ceux qui ne l'ont pas. Donc ils vont le faire dans plusieurs tribunaux de province, et ça va commencer là. Ça commence en novembre sur certains tribunaux. Donc là, c'est quelque chose à grosse envergure. Ensuite, vous avez quelque chose d'atypique. Vous avez Bayonne, qui n'a pas pris d'arrêté, mais qui a fait une négociation avec Enedis. Ce qui est paradoxal, le maire de Bayonne. Donc il a fait un grand débat sur le conseil municipal, et il n'a pas pris d'arrêté, il a négocié avec Enedis, il a réussi à ce qu'Enedis n'installe pas les compteurs à ceux qui refusent. Et les gens qui ont refusé, reçoivent une lettre. Alors, je ne vais pas vous lire dans tout, mais ils disent Madame, Monsieur, par votre courrier, ils expliquent que le Linky c'est super beau, que c'est super efficace. Et puis ils disent cependant, suite aux accords avec Monsieur le maire de Bayonne,
nous vous confirmons que votre point de livraison sera retiré du périmètre de déploiement du nouveau compteur auprès de notre entreprise prestataire Solution 30. Voilà. Donc ça veut dire qu'il accepte le fait de ne pas poser contre le gré des usagers. Donc déjà, voilà, déjà pas mal. Oui, qui a pris position mais qui a négocié avec Enedis. Après, il y a des maires qui ont pris des arrêtés. Hein. Vous êtes l'arrêté du... Là, je vous ai cité un village du Lot. Après, il y a Blagnac, voilà, vous avez le Blagnac. Donc, Blagnac, il a fait l'arrêté. Bon, l'arrêté a été suspendu. Mais sauf qu'il y a quand même, dedans, il y a quand même quelque chose d'important. C'est que, on rappelle, dans cet article 1 de l'arrêté, on dit que, alors, je peux dire tout, aussi, l'opérateur chargé de la pose des compteurs liquides doit garantir aux usagers la liberté d'exercer leur choix individuel et sans pression pour refuser ou accepter l'accès à leur logement en propriété. Refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux opérateurs. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, cette disposition du concept le rappel du droit existant. Voilà. Ça veut dire que le droit existant, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire qu'on a le droit de refuser. Donc l'arrêté a été suspendu, mais il est très important parce que ça veut dire qu'on a le droit de refuser. Non, on refuse, on a le droit de refuser. Je vous ai expliqué tout à l'heure que vous avez le code pénal qui vous protège. D'accord? Vous ne risquez rien. Au départ, ils avaient proposé de faire voter une pénalité de 1500 € au départ des députés. Ça a été retiré parce qu'il devait y avoir quelques juristes là-dedans quand même. Et donc, vous ne risquez rien. Sauf qu'il va y avoir pression de l'Enedis, pression des poseurs. Alors, il y a pression des poseurs, pourquoi? Parce que les poseurs, ils sont payés au compteur. Que les poseurs, là je peux vous citer un exemple qui est passé sur le site Reporter, un poseur qui dit que par exemple, ils sont payés à 600 € net et ils ont 2-3 € par compteur. Et s'ils font, ça peut aller jusqu'à 200-300 € par mois de prime. Et il y en a qui vont jusqu'à 17-18 compteurs. Sauf que lui, par exemple, ils étaient 21, ils n'étaient que 4 à être électriciens. Tous les autres, c'était des gens qui cherchaient du boulot. Donc, Enedis dit, enfin, le poseur dit que l'entreprise dit qu'on a remis dans le circuit de l'emploi des gens qui n'avaient plus de travail. Sauf que quand vous posez un compteur, ils ont eu 1 mois de stage, et pas de stage pratique, que du stage théorique. Donc, quand ils arrivent devant un problème électrique, ben, s'il y a un problème électrique, ils ne savent pas le résoudre. D'ailleurs, ce poseur-là, au bout d'1 an, il a arrêté. Il est arrivé dans une maison où c'était des fils partout qui pendaient. Il a téléphoné, on lui a dit, posez. Alors, il n'a pas posé, parce que, voilà, c'est pour ça qu'il arrive aussi des histoires, on va pas l'appeler, des incendies, des choses comme ça. Donc, là, il y a cet arrêté du tribunal de Toulouse est important, donc, sur l'arrêté de Blagnac. Vous avez aussi, alors Bayonne, c'est assez important. Vous avez, alors, vous avez le dernier qui est enfin pas le dernier, mais il y a autre chose après, mais le TGI de Foix. Alors ça c'est le dernier jugement en novembre. Donc à la l'année, il y a 4 personnes qui ont demandé à une personne du collectif de Foix de barricader les compteurs. Donc il a barricadé les 4 compteurs. Et Enedis a porté plainte contre lui. Donc ça s'est passé au mois de février. Donc ça a été repoussé 4 fois. Donc ils ont dû peaufiner leurs arguments. Ça a été repoussé 4 fois. Et là, le 9 novembre, il y a eu un délibéré. Alors, le résultat, c'est que la personne qui a barricadé les compteurs, qui n'est pas propriétaire des compteurs, il a barricadé les compteurs d'autres personnes. Il doit verser 2730 € à Enedis. Mais parce qu'ils ont dit qu'il avait posé des compteurs, il avait barricadé les compteurs par contre sur la propriété d'autrui, alors qu'il avait des certificats, les gens l'avaient mandaté par écrit pour le faire. Ça, le tribunal, la juge du tribunal n'en a pas tenu compte. Donc déjà, ils n'ont retenu aucun argument de la défense. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est un exemple, en
en disant voilà, donc ils l'ont attaqué lui spécialement comme s'il avait, l'envie de barricader des compteurs comme ça. Voilà. Voilà, professionnel des compteurs. Professionnel de barricadage des compteurs. Donc, ce qui est vrai aussi, c'est que, bon, il ne tient pas compte du fait que alors, je ne dis pas de bêtises, il ne tient pas compte des formulaires CERFA, donc officiels, des gens qui ont demandé officiellement à ce que le compteur soit barricadé. Donc, c'était signé et tout. Ça, ils n'ont pas tenu compte. Donc, le autrui, ils ont barricadé chez autrui, c'est pas défini, donc il doit payer à qui? À un E10. Pourquoi un E10? Un E10, c'est pas lui, ça appartient pas à lui, le compteur. Mais bon, voilà, parce qu'ils ont estimé que le barricadage avait gêné l'installation du compteur. Bon. Sauf que sur les 4 compteurs qui ont été barricadés, il y en a 3, entre-temps, qui ont été posés. Et ça n'a pas gêné un E10. Donc l'argument qui dit que ça a gêné pour poser les compteurs, ça a été fait après, voilà, il y a des incohérences énormes. Oui, trouver les coffrets aussi. Oui. Oui, oui, je veux dire ça. Oui, oui. Parce qu'il a touché le compteur, mais au pénal, voilà, c'est qu'au pénal, ce qui est dit, c'est qu'au pénal, le barricadage n'est pas interdit. Parce que au pénal, c'est pas. Donc, ça, ce qui veut dire là, ce jugement, c'est que lui, il a été jugé comme étant en faisant du barricadage chez autrui, mais le barricadage n'est pas interdit parce qu'au niveau pénal, ça n'a pas été jugé recevable. Mais c'est... Non mais vous savez que vous avez eu ça? Oui, oui. Oui, non mais moi ce que je vous dis c'est que le compteur n'appartient pas au consommateur, ça c'est vrai. Il appartient à la commune. Si, mais je suis en train de vous dire le contraire. Ouais. Voilà. Voilà, de toute façon, sans barricadage, un E10 n'a pas le droit de poser un compteur sans votre accord puisque c'est propriété privée. Je vous ai expliqué qu'il y a eu le jugement de l'île de Ré, qui a été fait par le tribunal de La Rochelle, qui prouve qu'on n'a pas le droit de poser un compteur sans votre autorisation, même s'il est en bordure. Parce que ce qu'avait argumenté le collectif de foi, c'est que on opposait le fait qu'on avait entravé la pose du compteur à l'extérieur, mais si le compteur est à l'intérieur, il faut demander l'autorisation, donc il n'y a pas équité entre les gens qui ont les compteurs à l'intérieur et les gens qui ont les compteurs à l'extérieur. Donc ce qui veut dire que les gens qui ont le compteur à l'extérieur, on peut leur poser comme des malpropres, et les gens qui ont le compteur à l'intérieur, on ne va pas défoncer les portes. Donc il n'y a pas équité. Mais entre ce qui est fait et la loi, là je vous dis, la loi, ce qui sort en jurisprudence des jugements. Un jugement, ce qui veut dire que le barricadage n'est pas jugé au pénal. Ça veut dire qu'on peut se barricader. Vas-y. Et l'Enedis a été battu parce qu'ils ont cassé le barricadage de l'île de Ré. Ils ont été battus. C'est-à-dire qu'ils pouvaient... la personne avait donc barricadé son compteur, voilà, mais le Enedis, c'est Enedis qui a perdu le procès. Oui. C'est pas la personne, simplement parce que le barricadage a été considéré, quand Enedis a cassé le barricadage, ça a été considéré comme atteinte à bien privé. Voilà. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que bon, il faut éviter de toucher les coffrets à partir du jugement de foi, puisque le monsieur, il a été battu au civil, mais pas au pénal, parce qu'il a troué les coffrets. Donc, on dit, on ne touche pas les coffrets, mais par contre, pour se protéger, on peut barricader. Voilà. Une chaîne, tout simplement. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, il y a la théorie et la pratique, mais là, au niveau du jugement, ça n'empêchera pas les poseurs de poser. Mais si après vous voulez intenter, parce que les gens, après il y a des gens qui intentent des procès, non mais d'accord, mais on a le droit avec nous.
Et ces articles de loi, on a le droit, parce que, croyez-moi, à fois, s'ils avaient pu le faire passer au pénal, ils l'auraient fait. Ils n'ont pas pu. Ça n'a pas marché. Et ils ont trouvé cet artifice en disant que cette personne elle avait posé des compteurs chez les autres sans autorisation, chez autrui. Alors que les autorisations, elles étaient écrites. Et ça, ils n'en ont pas tenu compte. Là, moi, c'est une grosse mascarade parce qu'ils voulaient absolument qu'il y ait un signal pour dire aux opposants, attention, vous avez qu'à voir tous les médias classiques qui ont dit les opposants ont perdu, alors que c'est pas vrai. Donc, et d'ailleurs, ils ont repoussé 4 fois. Ils ont peaufiné leur argumentation 4 fois pour essayer d'arriver à ça. Ils ont trouvé ce biais, mais voilà. Donc ça veut dire que... Alors, ce que fait aussi le collectif de foi, c'est qu'ils ont monté une association, ils collectent des fonds pour essayer de récupérer de l'argent ils ne savent pas s'ils vont passer en cassation, se pourvoir en cassation. Ils ne peuvent pas aller en appel parce que c'est un jugement qui est en dessous de 10 000 euros. Donc, la cassation, ça se juge que sur la forme. Ils ne savent pas, mais en tout cas, cet argent, il servira à aider tous les gens qui auront ce problème-là, qui porteront plainte. Donc voilà, ils pourront aider dans la France entière, tout ça. Donc ils ont lancé une sauce, et ils ont lancé un appel, ils ont fait un appel au don. Donc vous voyez que partout en France, il se passe des choses énormes. Et autre chose, il y a le collectif du Vallon, qui est le collectif de l'Aveyron, qui eux, par contre, s'adressent directement au syndicat d'électrification. Oui, je finis, je passe la parole. Après j'allais pour 2 minutes, après c'est top. Donc, syndicat d'électrification, donc eux, ils mettent en demeure le syndicat d'électrification de demander à Enedis de respecter le choix des consommateurs. Parce qu'ils estiment que c'est à eux de le faire. Parce que la commune, elle est propriétaire des compteurs, mais elle a donné une délégation pour toute la gestion au syndicat d'électrification. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de délibérations qui se sont fait un peu retoquer. Et celles qui n'ont pas été retoquées, d'ailleurs, pas mal qui n'ont pas été retoquées en Dordogne, c'est parce qu'ils ont, dans leur délibération, ils ont sommé le syndicat d'électrification de s'opposer au Linky. Parce qu'en fait, le propriétaire, c'est la collectivité, mais elle a donné une délégation. Cette propriété est inaliénable parce que si elle reprend la gestion de l'électricité, elle peut la reprendre en dénonçant la convention qu'elle a signée avec ce syndicat d'électrification. Donc elle peut la reprendre. Et à ce moment-là, elle peut s'opposer directement. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup plus d'arrêtés de maires qui demandent à ce qu'on respecte le choix des individus. Ça se fait de plus en plus, ça. Et d'ailleurs, vous avez là, récemment, il y a 4 maires, le maire de Riom et je ne sais plus qui, les maires autour de Toulouse, qui ont pris aussi ces arrêtés-là. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vous laisse la parole.